que 1200 photographes qui me payent l'abonnement mensuel pour y accéder. Donc ça veut dire qu'ils génèrent un MRR, revenu mensuel récurrent, de plus de 30 000 euros. Anthony, on est intéressé par ton outil. On est prêt à te racheter, par exemple, 4 millions. Ouais. Comment est-ce que tu réagis ? Enfin, tu vois, dans la vie d'un projet, se faire racheter, je veux dire, c'est quand même une sacrée étape. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les dessous de la négociation ? Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir ou est-ce que c'est toi qui les as sollicités ? Comment ça s'est passé ? Moi, je lance des projets, j'appelle ma mère, je me dis, maman, tu sais que tu parles au futur Bill Gates ? Qu'est-ce que je fais ? J'achète mon propre produit. Là, je réalise que je suis le seul à acheter mon propre produit. C'était quand même la loose ultime, tu vois. Si tu devais tirer une leçon de ton expérience à créer des projets SaaS et à discuter aussi avec d'autres créateurs, ce serait laquelle ? Avant de commencer le podcast, petit instant publicité. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, j'ai fait et je propose aujourd'hui plein d'accompagnements. Que vous soyez encore salarié et que vous souhaitiez passer le pas, mais vous ne savez pas trop comment démarrer, vous ne savez pas quel statut juridique choisir, vous ne savez pas comment négocier votre départ avec votre employeur, tous ces sujets-là, on en parle dans la formation. On parle aussi de comment trouver des clients, comment gérer sa relation client, comment gérer les conflits lorsque le client vous demande sans cesse des changements sur les travaux que vous avez déjà faits. Et on parle même d'investissement, que ce soit d'immobilier en bourse ou même de comment scaler son activité de freelance, comment faire de l'apport d'affaires, comment sous-traiter, etc. Donc on couvre vraiment tous les sujets auxquels vous pouvez être confronté en tant que freelance. Il faut savoir que cette formation-là, elle est entièrement finançable via vos fonds d'assurance formation. Vous cotisez, sachez-le, en tant qu'entrepreneur individuel à ces fonds-là. Et vous avez droit à une enveloppe tous les ans qui avoisine les 800 à 1400 euros. Cette enveloppe-là, elle est différente du CPF encore. Elle se renouvelle chaque année et vous la perdez si vous ne l'utilisez pas puisqu'elle n'est pas cumulable. Voilà. Donc moi, je vous invite, si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, à regarder le lien en description pour voir si ça peut éventuellement vous intéresser. Sachez qu'il nous reste encore quelques places, qu'on a vraiment créé une communauté où on s'entraide et où on se fait même de l'apport d'affaires entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Je ne vous embête pas plus longtemps avec mon petit message de pub. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants. Et vous êtes sur le Podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Anthony Heukmes. Il est l'hôte de The Mature, développeur et entrepreneur. Bonjour Anthony, comment ça va ? Salut Lilian, écoute, ça va très bien. Et surtout, un grand merci de me recevoir sur ton podcast que j'ai déjà suivi depuis pas mal de temps. Donc, merci à toi. Écoute, je suis super content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, donc Anthony Heukmes, 35 ans, marié, papa d'une petite fille qui s'appelle Alice, qui a bientôt 17 mois. Développeur de formation, développeur passionné depuis toujours, depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai commencé à créer des sites à ce moment-là. J'ai fait mes études en informatique. J'ai travaillé quelques années en tant que développeur dans une société à Luxembourg. Donc Luxembourg qui est pas très loin de la Belgique et on y gagne beaucoup mieux sa vie, bien sûr. Et il se trouve qu'en bossant dans cette boîte, très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas heureux dans un job de développeur salarié classique, tu vois, bosser sur des projets qui me plaisaient pas spécialement, etc. Et très vite, j'ai voulu lancer ma propre boîte. Et donc, à 25 ans, j'ai lancé une agence qui s'appelle Into the Web, qui est une agence de développement mobile, donc iOS, Android, etc. Et si tu veux, à l'époque, c'était le début du mobile. L'iPhone était sorti il y a pas genre 2 ans avant. Et j'ai eu très vite pas mal de demandes. Et donc, c'est une boîte qui a assez vite grandi. Donc, j'ai atteint 10 personnes finalement en quelques années. Et il se trouve que j'en ai eu ras-le-bol après 4-5 ans de ce mode, patron d'agence de service qui, tous les quelques mois, recommence des nouveaux projets, des projets qui sont souvent stressants, c'est le budget devient de plus en plus costaud, donc des projets de plus en plus longs, avec, comme on le sait tous dans le développement sur mesure en IT, souvent des retards, des incompréhensions avec les clients, et donc finalement, de plus en plus de problèmes à gérer et de moins en moins de plaisir. Et donc, après 8 ans à gérer cette société, j'ai décidé de la revendre. Et donc, je l'ai revendue il y a quelques années maintenant, 2017 je pense.
Et depuis, mon rêve, c'était de lancer un projet SaaS, donc vraiment d'avoir mon projet à moi, d'en vivre d'où je veux et travailler quand je veux et vraiment avoir une liberté totale grâce à mon métier de dev. Et donc, c'était un rêve que finalement j'ai accompli, sauf que ma femme est photographe. Et quand j'ai revendu ma boîte, que je suis rentré à la maison après ces années de stress, il m'a fallu quelques mois pour un petit peu retrouver un rythme de vie un peu normal. Et il se trouve que du coup, j'ai été un peu attentif à ce qui se passait autour de moi. Et il se trouve que ma femme photographe, je me suis rendu compte qu'elle galérait sur pas mal de choses, que ce soit gérer, faire signer des contrats à ses clients, faire sa facturation, ses devis, gérer son agenda. Donc pas mal de petits problèmes en fait qu'elle avait. Et je me suis rendu compte parce que c'était pas la seule photographe à avoir ce problème-là. Donc après avoir fait une étude de marché auprès d'une 20-30 photographes dans ma région, je me suis rendu compte que tous galéraient pour gérer leur activité de photographe d'un point de vue administratif et qu'il n'y avait pas une vraie solution qui existait. Et donc j'ai lancé Photostudio, photostudio.io, Photostudio avec un F, en septembre 2018 de manière officielle. Et il se trouve que ça a très vite, très bien fonctionné. Et aujourd'hui, Photostudio, ça fait un peu plus de 2 ans qu'il existe et j'ai presque 1200 photographes qui me payent l'abonnement mensuel pour y accéder. Donc ça veut dire qu'ils génèrent un MRR, revenu mensuel récurrent, de plus de 30 000 euros. Et voilà, donc j'ai atteint ce rêve qui était le mien de devenir un développeur libre, qui a lancé son projet en mode indie hacker, en mode bootstrap, vraiment avec mes doigts, avec ma tête et avec ma motivation et ma passion. Et voilà. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu faire partager un petit peu mon aventure, partager mon expérience avec d'autres devs, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de devs qui me disaient autour de moi, oui, c'est génial ce que tu as fait, moi j'arrive pas, j'aimerais bien faire un projet, mais je sais pas comment faire, ou bien t'as de la chance, ou bien. Et voilà. Donc j'ai vraiment eu envie de partager cette aventure avec d'autres développeurs autour de moi, et c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast, donc de Mature Développeur, où vraiment je partage mon expérience à moi. Et chaque semaine, j'interviewe un dev qui a lancé un projet qui marche très bien ou qui marche bien ou qui débute. Mais le but, c'est vraiment de partager son aventure de dev qui entreprend par lui-même. Par exemple, c'est de parler, on va pas parler de dev bien sûr, mais parler de recherche d'idées de projet. C'est quoi une bonne idée de projet? Comment est-ce qu'on valide son idée? Comment est-ce qu'on fait du marketing? Comment est-ce qu'on cherche ses premiers clients? Voilà. C'est vraiment des sujets variés, mais autour de l'entrepreneuriat et bien sûr, toujours orientés à 100% pour les devs. Alors justement, tu parlais de ton projet de photo. Comment, donc ta femme a eu un problème et tu voyais la douleur qu'elle ressentait, on va dire, dans son travail de tous les jours. Quelle a été l'étape d'après? Tu as dit que tu as fait une étude de marché. Comment elle s'est manifestée, cette étude de marché? Tu as cherché des photographes dans ta région, tu les as appelés au téléphone, tu leur as posé plein de questions. Comment est-ce que tu as structuré tout ça concrètement? Alors la première chose, en fait, j'ai eu cette idée et au début, je me suis dit, mais des photographes, il y en a peu. Est-ce que c'est vraiment un projet qui a du potentiel? Est-ce que vraiment c'est... Moi, ma femme, elle fait ça en tant que photographe complémentaire, tu vois, elle faisait ça après journée, etc. Est-ce que vraiment il y a assez de photographes que pour que j'en fasse un produit, que je puisse en vivre et gagner assez d'argent pour en vivre, etc. Au début, j'y croyais pas. Au début, j'avais vraiment des doutes. Et donc d'abord, je me suis dit, mais je vais voir. Est-ce qu'il existe vraiment beaucoup de photographes? Est-ce que c'est vraiment un métier dans lequel on gagne sa vie? Est-ce que je peux facilement contacter des photographes? Et donc, je me suis dit, je vais lister des photographes dans ma région d'abord, à Liège en Belgique. Et je vais en contacter une trentaine pour voir un petit peu si j'ai des réponses et si je peux facilement les rencontrer ou pas. Donc, j'ai ciblé un petit peu les photographes, donc recherche Google classique, etc. Puis, je fais un petit fichier, j'ai envoyé un email. Donc, déjà, d'abord, bien réfléchir à l'email qu'on envoie. Moi, le but de mon email, c'est vraiment de les rencontrer. Donc, il n'y avait pas le Covid à l'époque, évidemment. C'était vraiment avoir une discussion avec eux, vraiment les rencontrer en vrai. Moi, j'aime parler aux gens et je pense que c'est important de parler aux gens en face à face aussi. Et là, déjà, j'étais content de voir que j'avais pas mal de retours. Donc, j'ai essayé d'écrire un email assez bien tourné, tu sais, pour un petit peu, pas juste faire un email vendeur que les gens remballent ou suppriment en 2 secondes, mais non, vraiment un petit peu essayer d'être accrocheur en disant que j'étais un dev qui voulait lancer un projet dans le secteur de la photo pour les aider à mieux travailler, etc., mais sans dire exactement ce que je voulais faire, bien sûr. Et là, les retours ont été bons. Donc, je te dis, il faut que j'ai les chiffres exacts. J'en parle dans un de mes épisodes, je n'ai les chiffres exacts que j'ai oublié là maintenant, mais j'ai eu plus ou moins 50% de taux de réponse. Donc, j'ai envoyé 60 emails, j'ai reçu 30 réponses. Et là-dedans, j'ai filtré, j'en ai rencontré, je sais plus moi, 15 ou 20. Certains, j'ai dû bien sûr les relancer par téléphone pour un petit peu avoir un retour plus rapide. Mais au final, je les ai rencontrés. Et avant de les rencontrer, j'ai préparé une mini-interview. C'est très simple, avec des questions pas du tout orientées vers mon produit. Mais le but, c'était comprendre comment vous travaillez. Vous êtes photographe de mariage, par exemple. C'est quoi votre parcours avec un client? Un client vous contacte via votre site et puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un devis, vous allez lui envoyer un email avec des questions, vous allez le rencontrer en personne. Comment est-ce que vous faites tout ça et comment est-ce que vous gérez tout ça aujourd'hui?
quelles sont les parties qui vous semblent un peu douloureuses, entre guillemets, donc où est-ce que vous avez des problèmes, où est-ce que vous perdez beaucoup de temps, par exemple, tu vois. Donc vraiment, je suis allé là en mode curieux, quoi, en mode expliquez-moi comment vous travaillez, je veux comprendre comment vous fonctionnez au jour le jour, et je veux comprendre finalement là où il y a des problèmes. Donc j'ai jamais parlé de ma solution. Au début, je parlais pas du tout de ma solution, je les écoutais parler pendant une demi-heure, je prenais des notes. Ça pouvait aller loin, ça pouvait aller jusqu'à comment est-ce que vous formez aujourd'hui, par exemple, tu vois. Est-ce que vous suivez des podcasts, est-ce que vous regardez une chaîne YouTube, est-ce que vous lisez des magazines? Et j'ai collecté en fait sur ces interviews des informations mais incroyables sur, bien sûr, sur leurs problèmes principaux, donc sur la solution que je vais mettre en place pour les aider, mais aussi sur où faire mon marketing, par exemple, tu vois. Il se trouve qu'il y a un YouTuber qui était très connu, quasiment un photographe sur deux me parlait de lui. Donc évidemment, quand j'ai lancé ma solution, un des premiers gars que j'ai contacté pour essayer de vendre Photo Studio, c'est ce YouTuber-là qui s'appelle Sébastien Roignan. Et il était intéressé, on a fait un partenariat, maintenant on fait de l'affiliation avec lui, donc ça m'a fait un boom d'inscrits, tu vois, le jour où il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, boum, j'ai eu un pic d'inscription ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'ai écouté finalement les personnes que j'ai interviewées et j'ai vraiment écouté tout ce qu'elles me disaient, j'ai pris des notes et au final j'ai analysé tout ça et j'en ai fait ce que Photo Studio est devenu aujourd'hui. Donc voilà, vraiment ce que j'ai fait c'est ça, c'est les contacter bien sûr, prendre des rendez-vous et les écouter. Pas faire l'erreur du dev classique, j'envoie un email avec voilà, je vais faire une solution qui va vous aider par exemple pour gérer vos clients en ligne et signer des contrats, etc. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est beaucoup trop tôt à ce stade-là parce que du coup tu vas un petit peu orienter si tu veux la discussion. Ils vont savoir pourquoi tu viens et donc ils vont dire ah oui donc il veut que je parle de ça donc ils vont te parler de ça. Si tu demandes si c'est un problème, ils vont te répondre oui pour te faire plaisir alors qu'au final ce n'est peut-être pas vraiment un, tu vois. Mais typiquement quand ils me disaient oui moi j'ai un fichier Excel pour gérer mes clients et c'est la galère, etc. Ben là tu vois c'est bingo parce que tu entends vraiment des mots. Quand tu entends quelqu'un qui te parle d'un fichier Excel qu'il a fait lui-même pour gérer un problème, c'est souvent un truc qui est génial parce que ça veut dire qu'il y a la possibilité derrière de développer un vrai produit pour les aider, quoi. Génial. Donc ouais, c'est super intéressant parce que déjà, tu as une preuve de concept dans le fait que dès le premier email, tu as beaucoup de gens qui te répondent. Tu ne te fais pas ignorer tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que même si tu es tu es maladroit dans ton approche, si tu t'appuies sur un point de douleur qui est fort, tu vas avoir quand même des réponses. C'est clair. Alors pour ça, il faut appuyer un petit peu, mais pas trop non plus, tu vois. L'idée de l'email de base, pour moi, c'est quand même surtout ce que je dis aux devs qui écoutent Mature Dev, c'est surtout de personnaliser cet email au maximum, quoi, tu vois. De pas envoyer le même email bateau à tout le monde, d'essayer un petit peu vraiment personnaliser pour faire réagir la personne. Alors c'est bête, mais moi j'ai envoyé un email, par exemple, la semaine passée pour interviewer quelqu'un sur un podcast. J'ai envoyé un email à une personne qui est quand même assez sollicitée, tu vois, et qui est pas du tout un dev, mais qui a fait le wagon, par exemple. Tu vois, il a fait le wagon, une petite formation en Ruby on Rails pendant un an pour le fun. Et je lui ai envoyé un email, mais sur le ton de l'humour à fond, tu vois, en disant ouais, écoute, je te contacte, je sais que t'es fort demandé, mais on est deux développeurs Rails, donc on est d'office des mecs sympas, tu vois. Et j'ai vraiment tourné, tu vois, le mail un petit peu, tu vois, pour essayer que ça le percute par rapport à tous les amis qu'il reçoit au quotidien. Et le mec m'a répondu dans l'heure avec en se marrant, en disant super message et bien sûr, quoi, est-ce qu'on peut se rencontrer, quoi, est-ce qu'on peut discuter, tu vois. Donc vraiment, c'est chercher chaque fois je balance pas maintenant, mais tu sauras bientôt dans quelques semaines parce que je lance un nouveau petit projet. Mais bref, justement en lien avec mon challenge SaaS, je lance un nouveau. Ce n'est pas un YouTuber. C'est pas YouTuber, non. Okay. Mais tu verras bientôt, très bientôt, tu verras passer tout ça. Okay. Ça va. Je vais revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire combien de projets tu as lancés au fil des années? Est-ce que tu as une petite idée? Alors, des projets que j'ai lancés, je dirais depuis que j'ai 15 ans jusqu'à mais on va dire, je suis à Photo Studio, donc pendant 20 ans, on peut dire que j'ai lancé une quinzaine de projets. Mais attention, c'était des projets en mode dev, quoi, en mode dev pur. Donc j'avais une idée, je me levais le matin, ah oui, ça peut être génial, je vais faire un site qui fait ça. Allez, je le dev, quoi, j'y vais, je développe le truc, et puis je le lance. Et puis au final, il se passe rien parce que t'as personne qui connaît ton projet, t'as pas créé une audience, comme je dis toujours, en faisant parler de toi au début, en essayant de trouver des gens qui pourraient être intéressés, etc. Donc au final, tu développes ta petite idée dans ton coin, et puis tu lances un projet, et puis au final, il n'y a personne, et puis après, moi, ouais, ok, j'ai personne, j'arrête, quoi. Donc ça, j'en ai fait plein, ouais, je dirais 10-15, j'ai quand même fait un projet avant Photo Studio qui a quand même beaucoup mieux marché. Donc moi, je suis un grand passionné de surf, de planche à voile, etc. Tout un peu tous les sports de glisse en vague et autres. Et j'ai lancé à l'époque Subtrotter. Donc Subtrotter, c'est un site vraiment un site communautaire où toutes les personnes qui font du stand-up paddle, donc ces grandes planches de surf où tu rames debout dessus, pouvaient partager les photos de leurs spots, etc. Tout vraiment par rapport à ce sport-là. Ça a cartonné. J'ai eu 20-25 000 inscrits dans le monde entier. J'ai des sessions publiées tout le temps. J'ai vraiment beaucoup d'activités. Mais au final, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à monétiser ce site là, tu vois. Donc j'avais bien sûr un peu de pub et ce genre de choses là, mais j'avais pas trouvé un vrai business model pour gagner ma vie avec. Donc finalement, j'ai revendu ce projet là aussi. C'était mon plus gros succès en fait. Alors justement, parce que j'avais noté une question par rapport à ce projet là,
tu t'es fait racheter par un grand groupe, Ouais. de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux nous raconter le process de rachat? Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même, enfin, tu vois, dans la vie d'un projet, se faire racheter, je veux dire, c'est quand même une sacrée étape. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les dessous de la négociation? Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir ou est-ce que c'est toi qui les as sollicités? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai deux expériences de vente qui sont complètement différentes les unes des autres. J'ai vendu ma boîte bien sûr Into the Web et j'ai vendu ce projet-là. J'ai d'abord parlé de ce projet-là vu que tu poses la question par rapport à celui-là. Mais celui-là, j'étais pas en position de force dans le sens où, si tu veux, avant de lancer Photo Studio, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec mon projet de paddle ou est-ce que je laisse tomber complètement ou bien je continue à gagner un peu d'argent avec et je me suis dit, finalement, j'ai envie de me libérer l'esprit, tu vois. J'ai envie de me consacrer à 100% à un nouveau projet et de plus avoir ce projet derrière qui me tracasse ou qui me perturbe un petit peu. Je vais m'en débarrasser. Donc au début, je me suis dit, bon, allez, c'est une petite niche, il n'y a pas grand-chose, je vais arrêter simplement. Mais je me suis dit, je vais quand même bien sûr prévenir tout le monde. Je vais prévenir tous mes membres, j'envoie un email groupé à mes 20 000 membres, disant, écoutez, je suis désolé, mais le projet, je l'arrête. Donc déjà, j'ai reçu énormément de réponses de gens qui râlaient, qui me disaient, mais non, mais pourquoi, on veut bien payer un petit abonnement, etc. quand même s'il faut. Mais j'étais en mode, j'arrête, donc j'ai dit, non, c'est bon, je laisse tomber. Et en fait, il se trouve que dans ces membres qui étaient inscrits chez moi, il y avait justement une personne de ce grand groupe, malheureusement, je ne peux pas le citer, peut-être qu'il y a quelques années, je pourrais, mais là, pour le moment, je ne peux pas, qui en fait m'a directement répondu, m'a dit, non, Anthony, attends, t'es fou, ton projet, il est génial, n'arrête pas, on veut se rencontrer pour en parler et voir ce qu'on peut faire, quoi. Et du coup, quand c'est comme ça, déjà, tu n'es pas en position de force dans le sens où tu as annoncé la fin de ton projet et eux viennent un peu te sauver, quoi, tu vois. Donc, tu n'es pas en position de négocier, de dire, ah non, votre offre, je la fais x3 parce que je veux beaucoup plus, etc. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai rencontrés, en fait. Donc, je suis allé les voir. Ils ont des super bureaux face à la mer dans une ville ensoleillée en France. C'était génial, j'ai adoré aller là-bas. Et en fait, déjà à midi, on allait faire du paddle ensemble. Donc, tu vois, on s'est rentré le matin, on a discuté. Puis à midi, bon, allez, on va manger un petit bout, on va faire du paddle. Hop, c'est génial, quoi. C'était vraiment l'ambiance excellente. Et on a discuté, voilà, quel était leur objectif pour le projet. Et en fait, d'abord, ils voulaient me garder. Donc, ils ont dit, Anthony, nous, on veut que tu bosses avec nous, quoi. On veut vraiment que, je sais pas, moi, tu bosses 2 jours par semaine avec nous, tu continues à maintenir ton site, on fait évoluer ensemble et on a plein d'idées pour continuer à faire évoluer le bazar. On veut vraiment que bosser avec toi. Et moi, très vite, j'aurais dit, écoutez, c'est gentil, mais pour moi, voilà, ce projet-là, c'est terminé, j'ai plus envie d'avancer. Et donc, à l'époque, voilà, on a quand même évalué un petit peu le prix de la base de données, etc. On s'est dit, voilà, la base de données, il y a quand même énormément d'infos sur les membres, sur les spots où ils sont allés, quel matériel ils ont acheté. J'ai vraiment plein de données, si tu veux, des adresses email, bien sûr, etc. Et la valeur était surtout là. Parce que le projet, si j'étais plus là en tant que dev, le projet en lui-même, il devait quand même engager un dev pour le reprendre, ou bien il devait développer dans une techno ou autre. Et donc, la valeur, c'est surtout la base de données. Et il se trouve qu'on a évalué à l'époque, comme je dis, c'est une vente dérisoire. Hein, je suis honnête avec toi, je l'ai vendu 30 000 euros. C'est rien du tout. Hein. Pourtant, c'est un très grand groupe qui a des millions et des millions d'euros, mais j'étais pas du tout en force. Voilà, moi, c'était ça. En gros, je touchais 0 euros 30 000. Bah, du coup, voilà, tu acceptes les 30 000. C'est beaucoup mieux que ce que tu avais envisagé au départ. Et donc, voilà, le conseil que j'ai absolument, c'est on ne sait jamais qui peut t'intéresser par votre projet, donc pensez toujours, avant de le planter, pensez toujours à quand même s'il n'y a pas des possibilités de revente, même si vous n'avez pas gagné des budgets monstrueux, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose en général, quoi. Ça peut toujours intéresser quelqu'un. Je suis un petit peu dans cette phase-là. Du coup, je vais récupérer un maximum de questions de manière très égoïste. Comment est-ce que tu as valorisé le prix de la base de données ? Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a une règle de calcul? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, de nouveau, pour être 100% honnête avec toi, quand je dis on a évalué les bases de données, c'est ils ont évalué. Donc, à mon avis, c'est surtout ils ont fait une petite offre comme ça de leur côté. Tu vois, ils savaient bien qu'ils avaient affaire à un dev qui était en train sur la fin de son projet. Et voilà, que j'étais pas j'avais pas la force de négocier à ce moment-là, quoi. Donc moi, j'ai rien évalué du tout. Hein. C'est eux qui ont évalué ça de leur côté. Par contre, je peux te dire que quand j'ai vendu ma boîte, là, on est complètement sur un projet complètement différent. Mais quand j'ai vendu ma boîte en informatique Into the Web, là, c'est eux qui sont venus me trouver, donc c'est eux qui ont dit oui, on est intéressé, etc. Et là, on a fait une vraie évaluation de la boîte avec le chiffre d'affaires, les bits, comme on dit, donc le bénéfice annuel, etc. Faire des formules là-dessus. C'était une phase super, super chiante et fatigante. C'est quand tu es en phase de revente et que ça prend des mois parce que tu dois donner accès à tous tes comptes, tu dois donner accès à toutes les heures de prestation de tes employés, etc. Il y a vraiment tout un processus de. Là, c'est lourd, quoi. Là, c'est vraiment lourd, mais bon, on était sur une vente de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était pas un petit projet ici comme sur mon site de paddle, quoi, tu vois. Mais là, c'est complètement différent. Et malheureusement, donc ouais, je t'avoue que sur l'évaluation de la base de données, ça malheureusement, je peux pas te répondre. Mais je crois qu'il n'y a pas une bonne formule dans le sens où
finalement, ça va dépendre de la valeur qu'on s'est donnée par rapport à la marque en question, tu vois. Si pour eux, ça vaut vraiment de l'or, c'est vraiment des données qui sont super pertinentes et qui vont pouvoir en tirer derrière énormément parce qu'ils vont pouvoir vendre, ils vont pouvoir faire des choses importantes, ils seront prêts à payer évidemment très cher. Donc, il n'y a pas une formule, je pense, qui va dire, voilà, tu as X milliers d'utilisateurs, donc ça vaut autant. Non, je pense que c'est vraiment, finalement, combien ils sont prêts à payer quoi, pour ça. Je pense qu'au final, c'est ça le plus important. Et en fait, tu sais que ton projet va marcher à partir du moment où tu trouves des problèmes qui sont vraiment de vrais problèmes pour lesquels ces personnes-là cherchent une solution en fait. Le truc c'est ça, c'est est-ce que la personne à qui tu parles, elle te dit qu'elle a un problème, elle a dit voilà moi, par exemple faire signer mes contrats en ligne à mes clients, c'est vraiment un problème, c'est vraiment quelque chose que je veux arriver à améliorer parce que je perds plein de temps et ça fait chier mes clients, etc. Et du coup, quand tu vas parler avec ces gens-là, tu vas leur dire mais et du coup vous avez déjà cherché une solution pour régler ce problème et vous avez quoi, qu'est-ce que vous avez trouvé, etc. Et là, ça devient intéressant. Parce que là, ils vont te dire, bah oui, j'ai cherché une solution, il y a celle-là, mais elle marche pas bien parce que ceci, cela, tu vois. Et là, vraiment, tu rentres vraiment dans du concret. Parce que là, ça veut dire que la personne, c'est vraiment un problème tellement douloureux pour elle qu'elle est prête, tu vois, à aller payer, à aller chercher des solutions elle-même ou à créer son petit fichier Excel qui va lui prendre des heures à gérer parce que vraiment, elle a besoin d'une solution pour ce problème-là, tu vois. Et là, ça devient intéressant. C'est génial que tu dis ça parce que très souvent, tu vois, moi, dans les dîners de famille, il y a toujours ma grand-mère qui me dit Lilian, est-ce que tu as une idée d'application, etc. Blablabla. Je crois que c'est les zones de ski, les zones de VTT. Comme j'ai fait l'application pour les chasseurs qui s'appelle Zone de chasse, c'est toujours zone de quelque chose. Et je leur dis, à chaque fois, je leur dis est-ce que vous avez cherché une solution pour ce problème-là ou qui fasse ça, quoi. Et ils me disent non à chaque fois. Du coup, je leur dis, mais si vous n'avez même pas cherché, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose ? Enfin, ça veut dire que finalement, c'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse, quoi. C'est clair. Il faut vraiment arriver à différencier le nice to have, quoi, le petit outil qui ferait plaisir aux gens, mais qui au final ne va pas leur apporter grand-chose et ils seront du coup jamais prêts à payer pour ça, de l'outil qui va vraiment, entre guillemets, presque changer leur vie, quoi. Moi, Photo Studio, c'est la vérité. Je reçois des témoignages de photographes tout le temps qui me disent que Photo Studio a changé leur vie parce qu'ils gagnent des heures de travail administratif chaque semaine, ils sont moins stressés parce qu'ils savent que le logiciel travaille pour eux, qu'il leur fait gagner plein de temps, etc. Donc oui, c'est pas facile à savoir, mais pour le savoir, il faut parler. Et c'est ça le problème des devs, il est là. Le problème des devs, c'est qu'ils n'aiment pas parler, ils n'aiment pas discuter avec leurs clients. Et c'est ça, la clé, elle est là. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre son téléphone, il faut discuter avec des personnes, pas pour vendre un outil, mais pour comprendre comment elle fonctionne et les problèmes qu'elles ont. Et d'ailleurs, comment il y a des devs qui me disent, j'ai pas d'idée pour un projet, etc. Ben, je dis, mais parle, sois curieux, intéresse-toi à une niche. D'abord, trouve ta niche, trouve des gens avec qui tu as envie, un petit peu des gens que tu as envie d'aider, soit par rapport à tes sortes d'intérêts à toi, soit par rapport à des sujets qui te passionnent ou que tu aimes bien, et va découvrir va parler avec des gens qui sont dans cette niche et qui vont te permettre via ces discussions, trouver des idées, trouver des problèmes ça se fait souvent hors ligne parce que moi je trouve que c'est la meilleure solution, mais ça peut aussi se faire en ligne. Des groupes Facebook par exemple, ceux qui parlent de photographes, il y en a des tonnes. Tu vas dans ces groupes-là, tu vas pouvoir voir les questions qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, etc. Et puis tu vas commencer à trouver là-dedans des petites pépites qui vont te permettre de dire un projet qui fait ça, je suis certain que ça pourrait en fait aider ces photographes, tu vois. Donc c'est vraiment hyper important de valider, de trouver sa niche, je l'ai dit, parce que évidemment quand tu es un mature dev, comme moi je dis, un dev qui se lance seul et qui va développer son propre projet sans enlever des fonds, etc. C'est clair que l'objectif, c'est pas de devenir millionnaire et de se dire je lance mon projet, dans 5 ans je suis millionnaire et je vais toucher le monde entier. Il faut être réaliste aussi. Hein. En étant seul en tant que dev, tu peux pas tout faire. Il y en a qui arrivent. Hein. À Facebook, c'était un peu ça à la base. Mais je veux dire, c'est des cas qui sont hyper rares. Il faut pas rêver. Quoi. Ça a très peu de chances de se produire. Par contre, si tu fais un produit plus ciblé, tu vois, sur une petite niche où il y a moins de concurrents, il n'y a pas des startups qui ont levé des centaines de millions qui vont venir te concurrencer là-dessus parce que c'est une niche trop petite pour eux, ça ne les intéresse pas en fait. Mais toi, en tant que dev seul, toi, les chasseurs, par exemple, c'est une toute petite niche. Tu ne vas sûrement pas avoir une startup qui va lever 300 millions qui va dire on va faire une solution pour les chasseurs. Mais par contre, toi, en tant que dev seul, la niche est suffisamment petite, elle est bien ciblée, tu vas savoir comment les contacter, comment interagir avec eux, etc. Faire la promo de ton produit. Et là, ça devient génial. Tu trouves vraiment une bonne niche. Il ne faut pas que ça soit trop petite non plus. Moi, j'adore le surf, par exemple, la planche à voile. Mais si je fais un truc sur la planche à voile, je sais que c'est trop petit comme niche. Je vais certainement bien me marrer en le faisant, mais je n'arriverai jamais à être rentable parce que c'est beaucoup trop petit comme niche. Et voilà quoi. Tu parlais de cette phase de recherche justement pour essayer de comprendre le besoin et vraiment de l'analyser. Je vois bien comment faire, tu vois, dans ton cas par exemple, où on est sur un produit qui est plus B2B, où tu vas aller chercher les premiers, les utilisateurs, les potentiels clients et tu vas discuter avec eux. Mais quand tu lances un truc B2C, est-ce que tu as des petits tips justement sur comment fonctionner ? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus complexe en fait de savoir comment s'orienter à ce niveau-là. Alors en fait,
c'est tellement plus complexe que moi, par exemple, quand j'ai une nouvelle idée de projet et que je me dis est-ce que ça vaut la peine que je creuse cette idée de projet-là, oui ou non, je me suis fait une liste de 15-16 critères en fait de sélection, si tu veux. Est-ce que ce projet, par exemple, est-ce qu'il y a l'intérêt de lancer en français? Est-ce qu'il y a des concurrents aux États-Unis? Est-ce que le revenu mensuel, est-ce que le prix mensuel est plus de 20 euros, etc. Et j'ai aussi, pour moi, dans mes critères perso, j'ai une case, c'est est-ce que c'est un projet B2B ou B2C, quoi. Parce que moi, je veux faire du B2B, parce que je préfère le B2B et parce que je sais que c'est plus facile à vendre. C'est clair que le B2C, c'est beaucoup plus compliqué, tellement que moi, ça créer sélection. Si c'est un projet B2C, en général, je le fais pas. Je l'ai fait, par exemple, pour mon projet de paddle, ça restait du B2C. Là, c'était essayer de gagner de l'argent, finalement, avec des personnes qui sont pas tous les pros. C'est juste des gens qui aiment faire du paddle et qui viennent sur ton site, etc. Bah, trouver un vrai business model rentable avec eux, sans rentrer dans la vente de produits ou sur ces choses-là, c'est compliqué, quoi. Et c'est pas impossible, bien sûr, il y a plein de projets qui cartonnent, mais souvent c'est compliqué parce que ça demande, comme tu as dit, s'ils sont plus compliqués à trouver, il faut avoir en général plus de budget marketing, etc. pour arriver à les cibler, par exemple. Mais c'est pas impossible. Un exemple tout bête que je vais te donner. Moi, il se trouve que pour le futur de ma famille, j'envisage le homeschooling. Donc, on voyage beaucoup et j'ai pas envie d'être contraint finalement par des vacances scolaires pour pouvoir dire je veux partir seulement quand ma fille est en congé, tu vois. Donc, j'envisage à terme le homeschooling. Pour ça, je me suis renseigné sur l'homeschooling, j'ai commencé à creuser des groupes, etc., Facebook, et je me suis dit, pourquoi pas lancer un projet dans le homeschooling, tu vois. C'est faisable, en fait, d'aider tous ces parents qui sont un peu en galère, parce qu'ils doivent s'occuper de leur enfant et faire l'école à la maison. C'est quelque chose de super compliqué, et je suis certain qu'on pourrait très bien lancer un projet SaaS pour le homeschooling. Mais pour y arriver et pour le faire, il va falloir faire exactement ce que j'ai fait avec les pros, c'est parler avec eux. Donc dans ce groupe, je vois des questions qui repassent sont tout le temps les mêmes. Par exemple, je vois des gens qui cherchent des supports de cours. Tu vois, par exemple, tous les groupes Facebook, je me suis mis dans 10 groupes Facebook. Tous les jours, je vois passer des parents qui disent est-ce que quelqu'un a trouvé un support de cours pour ce cours d'histoire-là, pour ce cours de géo, pour ceci, pour cela, tu vois. Et finalement, c'est pareil, tu vas écouter ce que ces particuliers-là disent, quels sont leurs problèmes, sur quoi est-ce qu'ils galèrent au quotidien finalement, et rien ne t'empêche à ce moment-là de lancer une solution pour eux aussi et de la vendre directement pour eux. Et si tu réponds à un vrai bon problème, ils l'achèteront, je suis certain. C'est juste qu'effectivement ça paraît un peu plus compliqué parce que les pros en général c'est des pros, ils ont un budget à consacrer à leur activité qu'ils sont prêts à dépenser pour qu'aujourd'hui je pense qu'en France c'est pas encore vraiment entré dans les mentalités de se dire à part pour des Netflix et autres, mais je paye un outil en ligne 20 € par mois par exemple, il y en a encore très très peu qui sont là pour les particuliers par exemple, tu vois. Mais je pense qu'avec le temps ça ne fait qu'augmenter, ça ne va faire qu'évoluer, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu plus galère quand même. Ouais. Est-ce que parmi tous les interviews que tu as pu faire sur The Mature Dev, tu as vu plusieurs patterns se dessiner sur les projets SaaS qui vraiment cartonnaient? Les projets SaaS finalement qui fonctionnent, en fait je me rends compte, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai lancé Mature Dev en me disant je vais promouvoir un petit peu ma philosophie et la manière pour moi de développer un SaaS correctement. Et je me suis rendu compte qu'après, en faisant les interviews, tous ceux qui avaient vraiment des résultats et pour qui ça fonctionnait, d'une façon ou d'une autre, ils ont suivi un peu les mêmes étapes, un peu la même logique, tu vois. Ce côté, je développe uniquement après avoir validé mon idée. Et ce côté, je développe le moins possible aussi, tu vois. Souvent, ceux qui se perdent, moi je vois beaucoup dans la communauté Mature Dev et autres, des devs qui disent ouais, je dois encore développer ça me prend encore du temps, etc. Et souvent, en tant que dev, on aime développer, on développe trop, par exemple, tu vois. Et développer trop, c'est un problème énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu vas amener quelqu'un sur ton site, sur ton SaaS, plus tu vas avoir de fonctionnalités, plus tu vas avoir de chances de perdre cette personne. Parce que ça va être plus compliqué à prendre en main. Parce que du coup, ça va être moins clair pour elle. Tu vois, tu sais, quand tu arrives sur un site d'un projet SaaS, la homepage ou quoi, et qu'on c'est beaucoup de choses, ces belles phrases qui te dit, par exemple, grâce à Photo Studio, vous allez gagner 4 heures de travail par semaine, etc. Tu vois, plus tu vas avoir de fonctionnalités, plus tu vas te perdre, plus ça va être compliqué pour toi d'avoir un message clair finalement pour ton client. Et donc pour moi, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est développer le MVP, donc vraiment le produit le minimum pour lequel tes clients sont prêts à payer. Moi, j'ai commencé par ça pour Photo Studio et je me suis rendu compte que plein d'autres SaaS qui fonctionnent, ils ont commencé comme ça aussi. Donc ils ont vraiment développé le moins de fonctionnalités possible, mais ces fonctionnalités-là étaient vraiment liées au problème principal. Donc ce problème principal que tu avais détecté en ton étude de marché, etc., tu développes la fonctionnalité minimum pour répondre à ce problème. Et puis, bien sûr, après, tu vas évoluer. Donc après, mon Photo Studio, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des tonnes de fonctionnalités en plus qu'au départ. Mais pourquoi ? Parce que j'ai parlé en permanence avec des photographes, j'ai fait des tonnes d'onboarding, donc j'ai fait des heures et des heures de Skype avec des photographes qui commençaient le Photo Studio pour expliquer comment ça fonctionnait, pour voir si ça répondait bien à leurs besoins, etc. Et là, en fait, tu commences à connaître ton client. Et plus tu connais ton client, plus tu peux affiner ton outil et l'améliorer en fonction de leurs besoins réels, plutôt que de te dire, toi, en tant que dev,
ah mais attends, ça serait génial si je faisais ça, ou ça serait génial si je faisais ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, d'ailleurs, quand je lance une nouvelle fonctionnalité, je lance une première version la plus simple possible, et puis je la fais évoluer, tu vois, dans le temps, en fonction des retours que j'ai de mes utilisateurs, etc. Donc oui, je reviens toujours au même, mais c'est valider, absolument valider. Ceux qui valident leur idée, en général, ils ont beaucoup moins de chances de se planter, et beaucoup plus de chances de développer un outil qui va vraiment servir et qui va être utile à ses membres. Faire un MVP et pas vouloir développer trop. Et puis surtout, il n'y a rien à faire. Ce qui fait quand même qu'un projet marche ou pas, c'est la communication, c'est le marketing. Et ça, en tant que dev, ça fait peur et on se sent nul là-dedans et on n'a pas envie d'y toucher. Mais il n'y a rien à faire. Si ton projet, tu le lances et que derrière, tu n'as pas été capable de créer une audience, comme je dis. Donc, quand je dis créer une audience, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être toi qui fais un podcast, tu crées une audience. Si demain, tu lances un SaaS pour les freelances, par exemple, bah, tu auras ton audience. Donc, d'office, ton SaaS, tu vas le lancer. Tu auras des gens qui vont pouvoir envoyer dessus et ton taux de réussite, il va augmenter de manière incroyable. Par contre, si tu n'avais jamais par la personne et que tu connaissais personne, tu lances ton SaaS tout seul sur les freelances, tu vas commencer à faire un peu de pub sur Facebook, sur LinkedIn et autres. On est bien d'accord, personne ne te connaît, tu sors de nulle part. Tu as peu de chance finalement que ça fonctionne et que tu arrives à attirer des personnes. Donc ce côté communication, ouais, il est hyper important et moi je pense que d'ailleurs ça doit commencer dès le départ. Donc je l'ai dit moi-même quand j'ai commencé mon étude de marché auprès des photographes, je me suis constitué une base de données de photographes, des gens que j'ai tenu à former pendant mon développement, et voilà, je sors bientôt une version qui va faire ceci, cela, et c'est fou, mais avant même de lancer Photo Studio, il y avait sur des groupes de photographes des gens qui posaient des questions. Ouais, si quelqu'un connaît un CRM adapté à notre activité que je pourrais utiliser, etc. Et des gens que j'avais, tu vois, que j'ai contactés disaient non, mais bientôt il y a Photo Studio qui sort. Moi, j'ai fait juste une petite landing page, mettez votre email et tenez-vous, soyez informés. Et du coup, ces photographes-là partageaient d'eux-mêmes, tu vois. Et donc, ça faisait progressivement un petit peu son chemin. Ce qui fait que quand j'ai lancé ma bêta en juillet, j'avais, je sais plus, une centaine de personnes inscrites sur ce site. Et donc, j'ai pu faire mon petit mailing près de 100 personnes. Et puis, ça fait boule de neige. Et puis là, c'est parti. Tu pars pas vraiment, tu vois, de zéro. Et donc, le problème des devs et ce qui fait que ceux qui fonctionnent aussi, c'est ça. C'est les gens qui savent communiquer, qui savent créer une audience via un blog, via un podcast, via une chaîne YouTube. Tu as plein de manières aujourd'hui de créer ton audience. Et d'ailleurs, je l'annonce un petit peu en exclusivité, mais pour mon nouveau challenge de cette année-ci, je lance un nouveau SaaS et je décortique un peu mes étapes sur le podcast. Je vais tester une nouvelle manière de lancer un SaaS, de valider mon idée. C'est-à-dire que je vais lancer un podcast. Donc, je vais lancer un podcast de 4 ou 5 épisodes là, que je vais lancer, où j'interviewe des personnes qui sont dans le secteur que je veux toucher. Ça me permet, moi, de parler avec ces personnes-là et déjà donc, de tâter un peu le terrain, de voir si les problèmes que je pense sont des vrais problèmes. Ça me permet de créer un peu mon réseau dans ce secteur-là parce que c'est bête, mais quand c'est un podcast, les gens disent plus facilement oui. Tu sais, tu dis oui à quelqu'un, est-ce qu'on peut se parler 1 heure pour que je t'interviewe sur tes problèmes, etc. C'est un peu, ils voient peut-être parfois ça comme du temps perdu. Par contre, si tu as l'argument du podcast, oui, c'est pour un podcast, les gens ils disent ah cool, c'est un podcast, donc peut-être qu'on va parler de moi, ça va me faire aussi gagner de la visibilité, etc. Donc c'est intéressant. Donc je crée des épisodes et puis je vais lancer ce podcast. Et là, si tu veux, je vais faire un site avec les épisodes du podcast, bien sûr, mais je vais faire un petit guide PDF à télécharger. Donc mettez votre adresse email et vous aurez le guide pour faire ceci, cela. Et ça va valider mon idée à partir du moment où j'aurais réussi, par exemple, je sais pas, à me dire, voilà, j'ai eu 50 téléchargements de mon guide sur les 2 premiers jours. Je me dis, ça y est, toi, j'ai déjà collecté des adresses email de clients potentiels, des gens qui sont intéressés par ce que je raconte, et donc je vais pouvoir les contacter, etc. Donc, tu vois, c'est valider son idée, ça peut se faire de plusieurs manières. Moi, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Parce que je me suis dit, mais attends, je vais valider mon idée et en même temps, je vais pouvoir commencer à créer mon audience. C'est top. Au final, c'est vraiment. Tu allies les deux, en fait, ouais. C'est ça, voilà. Et donc, au final, ça ne veut pas dire que, je sais pas, moi, ça va peut-être me prendre, je sais pas, moi, faire ce site, ce PDF, plus mes interviews de ça va peut-être me prendre, je sais pas, moi, 3-4 jours de boulot total. C'est un investissement, mais ça sera peut-être du temps perdu, parce que si après tout ça, je me rends compte que j'ai pas eu tous les résultats espérés, j'hésiterai pas, je dirais, voilà, j'ai fait ça, j'ai appris quelque chose, je zappe. Mais par contre, si ça fonctionne, j'aurais déjà gagné du temps, finalement, sur ma commercialisation et sur le reste. Donc, moi, c'est super important de commencer à communiquer tôt et pas commencer à communiquer seulement quand son projet est terminé, quoi. C'est vraiment super important. Tu as dit le terme les résultats espérés. Ouais. Est-ce que les résultats espérés, ça va être une combinaison des discussions que tu vas avoir et des problèmes que tu vas sentir chez les gens, combiné aux chiffres que tu vas récolter sur le guide, par exemple? Ouais. Et est-ce que c'est purement du ressenti ou est-ce que tu as des métriques que tu vas essayer d'atteindre et si tu les atteins pas, tu dis ok, j'arrête? Alors, c'est difficile de dire un chiffre, de se dire ouais, j'en veux minimum 20, 30, 40. C'est difficile parce qu'au final, tout va dépendre de ta capacité, si tu veux, à faire la promo de ton truc. Moi, le podcast, de nouveau, pourquoi est-ce que je fais un podcast? Parce que je sais que j'ai publié sur LinkedIn, je vais taguer les 4-5 personnes interviewées.
leur demander de laisser un petit commentaire. Tu sais bien comment LinkedIn fonctionne. S'ils laissent un commentaire sur mon post, ça va ouvrir ce post à leur réseau et puis ça peut très vite faire effet boule de neige en fait. Donc je t'avoue que moi ici, ma com, j'ai pas le temps à ce stade de la validation de dire je vais mettre du budget en com, je vais faire plein de trucs. Non, ma com, ça va être un super beau post LinkedIn vraiment bien léché. Je vais faire un petit carrousel, tu vois, qui présente chaque podcast, qui présente le guide, etc. Vraiment essayer de faire le post le mieux possible pour espérer avoir des résultats. Et en fait, tout va dépendre de ça. Parce que si mon post il prend bien, je pourrais avoir, ça se trouve, 200 inscrits à mon guide. Et si je foire et qu'il n'est pas beaucoup vu, je vais en avoir 10. Tu peux nous parler du SuccessPass? Parce que j'ai l'impression que tu prends un petit peu toutes les étapes de ce process-là. Est-ce que tu peux nous peindre un petit peu une vision globale? C'est ça. Alors, SuccessPass, c'est ce que j'ai mis, c'est un petit peu le document que j'ai créé pour annoncer les différentes phases pour moi de réalisation d'un projet. Donc, tu as un dev, tu veux lancer ton projet, voilà les étapes par lesquelles tu dois passer. Et évidemment, c'est pas un truc complètement bidon. Moi-même, j'applique bien sûr ces étapes. Donc, j'ai parlé des premières étapes. Première étape, c'est trouver un problème, bien sûr. Donc, c'est pas se dire j'ai une idée magique et je développe une solution. Non, c'est trouver un problème. Pour ça, il faut s'intéresser à une niche, écouter les gens, faire un peu des recherches, etc. Une fois qu'on a trouvé un problème, c'est le valider. Donc, étape 2, c'est valider ce problème. Pour ça, pareil, pas de secret. Valider comme je dis, il y a plusieurs manières de valider, hein, mais il faut au final parler avec des gens et s'assurer que c'est un vrai problème pour eux et qu'ils cherchent une solution à ce type de problème-là. Troisième solution, ça va être définir son MVP. Donc, MVP, ça va être dire, j'ai, je sais pas moi, 15-20 personnes avec qui je suis en contact. Je vais leur proposer, je leur dis, je compte développer maintenant ça, fonctionnalité 1, 2, 3. Est-ce que ça vous sort bien ou pas? Et de nouveau, itérer avec eux, discuter avec eux, voir si ça leur sort bien ou pas. À partir du moment où tu te dis, si j'ai ça, c'est bien, ton MVP est validé, tu te développes. Là, c'est la phase, bien sûr, de développement qu'on adore tous. C'est la phase préférée des devs où on passe le plus de temps. Et puis, étape 5, ça va être bien sûr communication, donc c'est-à-dire communiquer de manière... Peu importe la manière dont tu le fais, mais via un blog, via podcast, via tout ce que tu veux. Idéalement, le commencer plus tôt. Donc ça, c'est ce que je dis aussi, c'est que cette étape de communication, bien sûr, tu l'intensifies à ton lancement en faisant des stratégies marketing plus classiques comme des pubs payantes, ce genre de choses-là. Mais tu dois commencer pour moi à communiquer avant ça. Donc dès que ton idée est validée, en fait, tu dois commencer à communiquer. C'est hyper important. Et puis la dernière étape, c'est la growth. Donc c'est-à-dire... j'ai un projet, j'ai mes 10 premiers clients payants. On dit souvent que dans le SaaS, quand tu as tes 10 premiers clients qui te payent, c'est que c'est parti. C'est souvent vrai. Si tu as trouvé 10 personnes qui te payent, en général, tu vas pouvoir itérer avec ces personnes-là pour améliorer ta solution. Tu vas pouvoir discuter avec elles pour qu'elles t'aident à trouver d'autres personnes, comment communiquer, comment faire ta pub, etc. Ils vont un peu devenir tes ambassadeurs, en fait, tu vois, si tu communiques bien avec eux. Le but, c'est pas de dire ils m'ont payé mon abonnement. Ah super, ils sont gagnés, au revoir, ils sont clients à vie, tu vois. Non, c'est de continuer toujours à communiquer avec eux et voir comment ils peuvent t'aider, comment toi tu peux continuer à les aider davantage. Et voilà, technique d'acquisition, augmenter de l'acquisition pour finalement, comme moi avec Photo Studio aujourd'hui, je suis plus dans la même problématique aujourd'hui avec Photo Studio qu'il y a 2 ans, qui fait plus de 30 000 euros de MRR. Problématique, elle est plus en validation sur le MVP, etc. Là, je suis en plein dans la phase de growth, c'est comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs. Moi, là, j'ai un objectif de 100 000 euros de MRR, par exemple, pour mon projet Photo Studio. Comment est-ce que je vais atteindre cet objectif, tu vois? Et là, tous tes efforts sont concentrés là-dessus, en fait, sur cet objectif que tu veux arriver à atteindre. Et bien sûr, pour ça, tu ne peux pas te permettre de dire je me concentre sur la grosse uniquement et je laisse tomber mes clients actuels. Non, tu dois garder le niveau de satisfaction de tes clients actuels au maximum, tout en te concentrant sur l'acquisition, pardon. Et donc voilà, c'est une phase complètement différente qui, de nouveau, pour un dev... est souvent compliqué dans le sens où quand tu entends growth, ça fait peur, tu dis oh là c'est quoi tout ça, mais en fait au final tu te rends compte que t'as pas besoin, tu sais quand on parle de growth etc, on se dit ouais je vais trouver des super hacks qui va me faire acquérir 1000 personnes en un jour, tu vois, et au final quand tu as un vrai SaaS pour une niche qui répond à un vrai problème, l'acquisition elle est constante, tu vois. Moi en Photo Studio je remarque l'acquisition et j'ai pas des gros pics à part quand j'ai fait quelques gros partenariats qui m'ont amené vraiment un boom sur un mois ou deux, mais tu remarques que c'est une acquisition qui est croissante et tu vois qu'en fait ça ne fait que monter. Donc tu te dis si je continue à faire mon boulot correctement comme je le fais aujourd'hui et je continue à faire ce que je fais, finalement mon objectif je vais attendre, l'atteindre c'est qu'une question de temps, quoi, tu vois. Et donc voilà, ça c'est vraiment les 6 phases principales du lancement de son projet. Et ce qui est important, c'est que c'est ces premières phases de validation, quoi. C'est pas dire ouais j'ai une idée, j'avance. Non, c'est j'ai une idée, je développe que si je la valide, quoi. Et c'est dur pour un dev. Même moi, quand je lance mon nouveau challenge là aujourd'hui, j'ai une idée, je me dis ouais mais c'est génial, ça j'ai envie de le faire et j'ai envie de coder, j'ai envie de me lancer dessus. Et je dois me freiner, je dis mais non, c'est pas maintenant que tu développes, c'est d'abord tu parles avec des gens, tu la valides et puis après tu développes. Mais c'est dur pour un dev
Et quand je te dis, il y a beaucoup de devs qui me contactent et ils me disent, ouais, je lance mon projet ça, et je leur pose la question, je dis, ah ouais, t'as validé avec des utilisateurs ton idée? Ah non, mais j'ai découvert le podcast qu'après, avant je savais pas, etc. Tu vois, et c'est tout le temps ce genre de trucs qui ressortent, et je trouve que voilà, les devs, c'est parfois le gros cliché du dev un peu, tu sais, le geek boutonneux à lunettes dans son bureau renfermé, mais malheureusement, c'est vrai qu'on a trop tendance à rester renfermé et pas oser aller vers les gens et pas oser prendre notre téléphone, etc. Et ça, c'est dommage, quoi. Je me répète, il y a plein de choses que je répète, mais c'est hyper important et je crois qu'il faut vraiment taper sur ce clou pour que ça rentre définitivement et que les gens n'oublient pas, quoi. Est-ce que tu as remarqué des choses contre-intuitives dans la création de ton produit, dans le sens où parfois tu t'es dit, OK, pour aller chercher un peu plus de croissance, pour aller chercher plus de clients, je vais devoir peut-être abandonner une feature ou deux, ou peut-être revoir une feature et en fait, en revoyant cette feature, je vais faire un petit peu des insatisfaits au sein des clients actuels. Parce que voilà, il y a toujours un petit peu cette résistance au changement, etc. Et est-ce que déjà tu as été amené à faire ce genre de choses et comment tu as géré la situation? Alors d'office, tu seras amené à gérer ce genre de choses, mais c'est aussi un truc qu'il faut se rendre compte en tant que dev, en tant que développeur seul en tout cas, tu peux pas tout faire, quoi. Tu peux pas te dire chaque fois que moi j'ai un groupe Facebook avec 1700 photographes dedans. Tous les jours, il y a un photographe qui vient et qui dit « Oh, j'ai une idée géniale, ça serait vraiment top qu'on développe ça dans Photo Studio. T'imagines pour mettre des galeries photos, tu pourrais partager les photos avec tes clients, etc. Des newsletters, il y a plein de trucs à faire, c'est clair, on pourrait ne jamais s'arrêter. » À un moment, il ne faut pas oublier que en tant que dev, on a toujours envie de développer, c'est ce qu'on aime le plus, donc on veut ajouter des fonctionnalités, mais c'est rarement bon en fait. C'est rarement bon parce que, je l'ai dit, tu vas perdre tes clients, etc. Ça devient plus complexe. Moi, par exemple, le mot que je déteste, il y a parfois des gens qui viennent sur Photo Studio et qui me disent « Ah, c'est une usine à gaz votre truc. » Tu vois, je déteste ce mot. Le mot usine à gaz, ah non, je veux surtout pas que Photo Studio devienne une usine à gaz, quoi, tu vois. Et quand je développe une nouvelle fonctionnalité, elle va parfois être un peu cachée, etc., pour que seuls les utilisateurs expérimentés puissent l'utiliser. Mais c'est clair que tu vas être amené à prendre des décisions, à faire des choix. Moi, je te prends l'exemple simple, c'est les réservations en ligne. Pour moi, les photographes, au début, la majorité de mes clients, c'est des photographes de studio. Donc, c'est des gens qui, par exemple, ils font, je sais pas moi, 5 séances par semaine dans leur studio, ils ne bougent pas de chez eux, et ils faisaient des mini-sessions de Noël. Donc, chaque Noël, ils faisaient un super décor de Noël et ils faisaient venir tous leurs clients pour une séance très courte de 20 à 30 minutes. Et les gens voulaient bien sûr réserver. Ils faisaient par exemple, je sais pas moi, 10 sessions par jour, parfois pendant une semaine entière. Donc ça faisait, je sais pas moi, 60, 70 clients à gérer pour les réservations de ça. C'était super compliqué. Donc je développais un outil de réservation en ligne vraiment orienté là-dessus. Je veux simplifier la réservation des mini-sessions. Et du coup, après, j'ai ma clientèle qui a évolué et j'ai des photographes qui font du mariage, qui font d'autres choses, qui eux, en termes de réservation en ligne, finalement, ils ont des besoins complètement différents. Et ils se sont dit, ah mais cool, sur Photo Studio, il y a un système de réservation en ligne, donc je vais m'y mettre et je vais prendre cet outil. Ça a été un peu le déclic pour eux. Ils se sont dit, il y a de la réservation en ligne, donc j'utilise Photo Studio pour maintenant, ça y est, je m'y mets. Et puis en fait, quand ils sont arrivés dans Photo Studio et qu'ils ont vu le module de réservation, ils se sont dit, mais attends, c'est quoi cette merde? C'est pas du tout comme ça que je veux gérer mes réservations. Moi, je veux pas créer des créneaux, je veux que les gens aient accès à mon agenda, puis choisir. Et là, tu te rends compte, ah ben voilà, tu vois, là, je suis vraiment dans un cas où j'ai fait plaisir à une sous-niche dans ma niche en développant une utilisation en ligne pour eux qui est vraiment super ciblée. Eux, ils étaient hyper contents, ils adoraient cet outil-là, ils s'en servent tout le temps. Mais j'ai dû commencer à faire évoluer cet outil pour répondre à mes nouveaux utilisateurs qui avaient des besoins plus spécifiques ou complètement différents, tu vois. Et là, c'est compliqué. Là, c'est clair, c'est compliqué. Parce que c'est toujours un peu une question de choix. C'est, oui, je vais améliorer ça pour eux, ça va faire plaisir à celui-là, mais ça. Et donc voilà, moi, ma logique, c'est essayer de toujours trouver les meilleurs compromis pour que ça reste le plus clair pour tout le monde et ça reste le plus fonctionnel pour tout le monde et communiquer. Franchement, communiquer via mon groupe, via des newsletters, etc. Dire, on a pris une décision avec Photo Studio, on a développé ça et pas ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait et honnêtement, jouer la carte. On est dans une petite niche et jouer la carte, on est une petite structure, quoi. On n'a pas une équipe de 100 personnes, on ne va pas se permettre d'intégrer tout dans Photo Studio, on n'a pas des développeurs à foison, tu vois. Et souvent, les photographes, ils savent qu'on est une petite structure parce qu'on cible une petite niche et ils nous soutiennent. En fait, ce que je remarque, c'est beaucoup nous soutiennent, tu vois, beaucoup se disent, ah ouais, mais on comprend, c'est normal, les gars, vous faites du super boulot, c'est déjà très bien comme ça. Et tu vois, tu oublies parfois que il y a 2 ans, quand les photographes ont commencé à prendre leur abonnement Photo Studio, il y avait 2 ou 3 fois moins de fonctionnalités et pourtant, les gens payaient déjà, tu vois. Comme j'expliquais, les gens payaient déjà pour les features de base, parce que j'avais bien fait mon boulot de validation, etc. Et au final, que tu rajoutes, ça change rien. Je veux dire, les gens, ils oublient pas pourquoi ils viennent à la base, et ça sert à rien de devoir faire trop de trucs, parce que tout ce que tu risques au final, c'est de perdre ces personnes et de passer plus de temps à faire du support, parce que plus tu as de fonctionnalités,
plus tu fais du support, moi c'est devenu compliqué aussi PhotoStudio. PhotoStudio c'est un CRM, donc il faut de la prise en main, ils sont tout le temps dessus, c'est un outil, il y a pas mal de support à gérer, donc c'est assez compliqué. Et c'est aussi un des critères que je prends en compte quand je développe, tu vois. Cette fonctionnalité-là, on a plein de questions dessus, tous les jours il y a des questions qui viennent là-dessus, c'est qu'il y a un problème, tu vois, c'est que j'ai mal développé ça ou que c'est pas assez clair, et donc je dois le revoir. Donc moi ma priorité c'est surtout d'améliorer l'existant en fait. C'est d'améliorer l'existant pour que ce soit plus clair pour tout le monde, plus simple à utiliser, pour qu'il y ait moins de support. Et le support, c'est un bon indicateur en fait finalement de savoir si tu vas revoir un truc ou pas, quoi. Je sais pas si je réponds bien à la question initiale parce que je me suis un peu. Je pense que oui. Dites-le nous en commentaire. J'en profite pour gérer de l'engagement, générer de l'engagement. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton pire et ton meilleur souvenir de discussion avec des utilisateurs? Alors, le meilleur, c'est facile parce qu'il y en a plein, honnêtement. C'est quand les gens te remercient. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que j'étais habitué dans une boîte d'informatique où je fais du développement sur mesure, tu vois, où les gens ils disent rarement merci. Donc, tu vas faire une super app pour un client qui a payé, il considère qu'il a payé, donc il n'a pas de dire merci, c'est normal. Par contre, si tu es en retard ou autre, il va râler, il n'est pas content. Et en fait, le plus beau, c'est voilà, c'est ces gens qui te contactent pour te dire Anto, ton outil est génial, ils m'aident vraiment au quotidien. Et ça, c'est beau parce que ça vient directement d'eux-mêmes, tu vois, tu n'as pas dû aller le solliciter et vraiment, ils partagent juste finalement leur satisfaction. Ça, c'est génial. Alors, le pire, faut pas croire, qui dit client dit tu auras toujours des frictions avec des clients. On n'est pas fait pour être amis et aimer tous nos clients. Il y a toujours des clients qui sont plus agréables ou plus chiants que d'autres. Et moi, les clients que je déteste, avec qui c'est rare. Hein. PhotoStudio, je crois que il y a peut-être 3 ou 4 clients avec qui je me suis dit, écoutez, si la solution ne vous convient pas, allez voir ailleurs. De toute façon, il n'y a pas meilleur ailleurs. Ça vous vient pas, c'est pas fait pour vous, moi je m'en fous, quoi, tu vois. L'avantage, c'est quand c'est un SaaS, c'est pas un client à 100 000 euros que tu perds. C'est oui, tu perds un client qui pourrait dire du négatif dans ton dos. Mais moi, j'explique toujours, je dis, écoutez, c'est pas parce qu'on vend notre solution qu'au final, on doit faire tout pour vous faire plaisir. Nous, on veut des clients sympas aussi, tu vois. On veut des clients qui sont respectueux et qui respectent notre travail, etc. Et finalement, ceux à qui je me frite, c'est ça. C'est des clients qui se croient tout permis et qui arrivent sur le groupe en disant ouais, c'est quoi cette fonctionnalité, c'est pas clair, c'est de la merde, ça marche pas, gna, 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 tu vois. Et qui se croient vraiment parce que je paye mon abonnement à 29 € par mois, je me crois tout permis et je peux demander ce que je veux. Et vous êtes là, vous êtes mes chiens, vous obéissez, quoi, tu vois. C'est ça, voilà. Moi, les seuls moments où c'est quand finalement il y a un manque de respect. Quand un client ne respecte pas mon travail, moi c'est là que je vois rouge, quoi. Je vois rouge et ça m'arrivait rarement, mais il y a 2-3 clients sur PhotoStudio avec qui j'ai vraiment coupé, quoi. J'ai dit écoutez non, laissez tomber, je vous rembourse. Vous avez pris votre abonnement, c'est pas grave, je vous rembourse. Voilà, votre compte est supprimé, merci, au revoir, quoi. Alors tu prends un petit risque quand même, hein, parce que tu risques que cette personne finalement puisse parler en négatif de toi. Mais à côté de ça, voilà, moi, c'est comme j'ai dit, je fais ça à la base pour être heureux dans mon job. Mature Dev, PhotoStudio, c'est pour être heureux, pour être libre. C'est pas pour commencer à devenir l'esclave de mes clients comme je l'étais dans ma première boîte, tu vois, où j'étais stressé tout le temps tracassé parce que oui, un client qui est pas content, parce que je fais non, je veux plus rentrer là-dedans, ça c'est clair, quoi. Je pense que c'est l'une des grandes forces justement de ces outils SaaS, c'est que finalement le panier moyen est assez bas pour que tu puisses te défaire quand tu le souhaites d'un client qui est un petit peu dur, un petit peu relou, sans impacter finalement énormément ta boîte, quoi. Ouais, à faire quand même, comme j'ai dit, au minimum. Hein. C'est pas le truc qu'il faut faire souvent parce que sinon, tu te fais la réputation, c'est aussi aujourd'hui l'élément clé d'un SaaS. PhotoStudio, quand des photographes parlent de PhotoStudio sur un groupe Facebook ou autre, le premier truc qui revient quasiment, c'est oui, c'est génial, mais en plus, l'équipe est top, quoi. Le support est super actif. Anthony, il est super, il évolue tout le temps, il est super à l'écoute. Et ça, c'est important. Je crois que ta réputation est quand même hyper importante. Donc, quand je dis on peut de temps en temps se friter avec un client, ça va être rare quand même. Et quand je le fais, je suis rarement soulagé après, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas parce que j'ai envoyé chier un client en disant écoute, tu m'emmerdes, va voir ailleurs. Je me sens pas mieux après. Je me sens quand même, tu vois, au final, tu sens comme ça, c'est comme tu vois comme ça comme un petit échec en fait. Tu te dis c'est dommage, ça aurait pu être un client potentiel et au final, je me suis peut-être laissé emporter. J'aurais peut-être du moins écouter mes émotions et plus, tu vois. Parce qu'au final, il y a parfois des clients qui sont très très maladroits et qui parlent. Tout est écrit aussi. Tu sais, il suffit que parfois ils mettent une phrase avec des points d'exclamation sur smiley, etc. Toi, tu vois ça comme une agression, alors qu'au final, c'est peut-être sa façon d'écrire et qu'ils ne voyaient pas plus mal derrière, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Et il ne faut pas oublier une chose super importante, c'est qu'un client qui n'est pas content, pour moi, c'est finalement les plus importants de tous. Parce que au moins, c'est des gens qui ne sont pas contents pour une raison et ils te le disent. Tu vois, et ils te le disent et c'est une opportunité pour toi de lancer une solution et d'améliorer ta solution par la suite parce que si ce client-là a un problème, il y a de fortes chances que d'autres clients aient un problème similaire. Tu vois. Mais il faut pour moi que ça reste dans le respect. Et voilà. Et quand je m'énerve et quand ça ne va pas, c'est quand il n'y a plus de respect et quand le client est désagréable, quoi. Pour moi, c'est bloquant. C'est vrai que par écrit, souvent, les gens sont agressifs. Mais
d'expérience, quand tu les as au téléphone, déjà, généralement, ils descendent un petit peu d'un étage, tu vois, ils sont un petit peu plus calmes, ils disent oui, mais vous savez, je comprends que c'est difficile aussi pour vous, etc. Et c'est vrai que des fois, il y a une dichotomie, et je pense que les gens n'ont pas forcément la capacité à exprimer une émotion négative. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite sur les logiciels, et il disait par exemple que lorsque tu pouvais dire comment tu te sentais, lorsque tu envoyais un message au support client, tu disais je suis frustré, je suis en colère, etc. Eh ben, les gens déversaient moins de haine dans leur message. C'est ça. Ah, c'est pas mal ça. Et c'est super intéressant de te dire, ok, bah, comment est-ce que vous vous ressentez, tu vois, tu te fais agresser, etc. Tu dis, bon, bah, écoutez, vous avez l'air frustré, comment vous sentez en ce moment par rapport à la solution, et maintenant expliquez-moi le problème, parce que voilà, je vais essayer de vous aider, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout, ça, c'est un bon truc. Et d'ailleurs, moi je dis toujours, il faut en tant que dev faire le support soi-même au début, en tout cas. Moi j'ai fait le support pendant 1 an, moi-même uniquement. Et là, tu te dis, tu apprends plein de choses. Donc tu apprends énormément de choses sur tes utilisateurs, bien sûr, tu apprends à les connaître. Mais tu te dis qu'aussi à terme, continuer à faire le support toi-même, c'est peut-être moins bien, parce que justement, tu es trop appliqué émotionnellement. Ça reste ton outil, ça reste ta plateforme, tu vois. Et justement, tu es plus sensible à t'énerver qu'une personne qui est là pour faire que le support, ben son job c'est de faire le support, de faire que le client est content, et lui il va pas être touché par un message qui va dire c'est de la merde le truc. Toi, en tant que dev, en tant que fondateur, t'es touché, ça te blesse, c'est ton bébé, on le critique, Oui, t'aimes pas. Sûr. Tandis que si moi maintenant j'ai un photographe qui fait le support pour moi, et je pense que ça simplifie pas mal les choses aussi. J'ai remarqué aussi parfois que les gens qui étaient le plus haineux, ça pouvait devenir tes plus grands fans. Si tu arrives bien à les retourner, tu dis écoutez, je comprends, voilà, on n'a peut-être pas été à la hauteur, etc. Expliquez-moi ce que vous voulez, et tu prends des notes, etc. Moi, je la joue beaucoup des fois quand je suis au téléphone avec les gens, même si la feature, on me l'a demandé à peu près 14 fois, tu vois, donc je sais exactement ce dont il a besoin. Je dis bon, expliquez-moi, d'accord, et pourquoi vous voulez ça? Ah oui, d'accord, très bien. Mais du coup, comment vous verriez les choses, vous, etc. Et là, les gens, ils se sentent écoutés, et tout de suite, tu vois, ils ont vraiment l'impression que tu les traites un petit peu comme un roi, tu sais, c'est le service, l'hôtel 5 étoiles un petit peu. Et là, tout de suite, bah, ils se sentent écoutés. Après, évidemment, derrière, il va falloir délivrer. Mais j'ai remarqué que c'était quelque chose qui marchait plutôt bien. C'est clair. Non, c'est certain. Et c'est aussi parfois la difficulté en tant que dev seul sur son projet quand tu le lances, c'est que parfois les clients, ils considèrent qu'ils bossent le dimanche, ils doivent avoir une réponse le dimanche. Tu sais, on est à fond dans les chats sur ton site avec Ethercom, etc. Pose une question, on vous répond. Parfois, c'est un peu problématique aussi. C'est qu'il y a ce côté timing. Et c'est pas. Moi, je me souviens qu'au début de Photo Studio, je répondais tout le temps, quoi. J'avais une question à 10h du soir, je répondais. J'ai une question le dimanche matin, je répondais. Parce que je voulais pas qu'il y ait de latence entre la question et la réponse, le moins possible. Évidemment, c'est le début, donc tu veux chouchouter un maximum, mais après, il n'y a pas le choix. Tu dois commencer à. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas une réponse le dimanche matin, quoi. Tu vois, c'est déjà arrivé. Et voilà, et ça, c'est. Mais bon, voilà. Comme je dis, tu auras toujours des clients qui râlent, tu peux dans n'importe quel business, tu auras toujours des clients qui sont plus agréables ou moins agréables que d'autres, c'est comme ça, il faut faire avec, quoi. Mais ça reste une minorité, non? Oui, ça reste clairement une minorité, ouais, clairement. J'aimerais qu'on revienne sur un sujet dont tu parlais tout à l'heure, c'était l'envie de développer. Tu sais, tu as une idée, tu veux pas commencer forcément à la valider, à te confronter, tu veux vraiment la développer et la lancer le plus vite possible, tu vois. Et moi, j'ai remarqué quelque chose chez moi en particulier, que j'étais victime un petit peu d'un biais qu'on appelle le biais de potentialité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce biais-là, mais je suis sûr que ça va te parler. Alors, l'expérience en fait qui a mis en avant ce biais, je vais te l'expliquer, c'est très simple. Ils ont pris des gens un petit peu au hasard. Ils leur ont dit, OK, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un manager d'une équipe de NBA. OK. Et vous allez voir plein de profils passer et vous allez devoir dire un petit peu combien vous êtes prêt à payer pour chaque joueur. Ouais. Et là, tu as 2 profils. Tu as le profil A, qui est un joueur de NBA qui, dans 5 ans, sera à la retraite et qui a des super stats. Et il demande aux gens combien vous êtes prêt à payer. Et à côté de ça, tu as un joueur B, un profil B, qui n'est pas encore un NBA, mais dont on prédit qu'il aura les mêmes statistiques à la même période que le joueur A. Donc c'est une projection. Et on dit, OK, à la même période, donc quand le joueur B sera aussi à 5 ans de la retraite, combien vous serez prêt à payer? Et ce que les gens ont remarqué, c'est que les gens étaient bien plus à même à payer cher le joueur B, donc qui n'a pas encore fait ses preuves, mais dont on prédit que le futur sera identique que le joueur A, plutôt que de payer cher le joueur A qui était déjà à ce niveau-là. Et ça met en avant un petit peu ce biais-là que lorsqu'il y a un avenir qui est un petit peu incertain,
on a tendance à surévaluer ce qui va se passer. Et moi, je suis coupable, mais je suis la victime parfaite de ce biais, mais genre, je suis le number one, tu vois. Je pense que s'il y avait un royaume de biais de potentialité, c'est moi le king, tu vois. Moi, je lance des projets, j'appelle ma mère, je me dis, maman, tu sais que tu parles au futur Bill Gates? Résultat, je lance le projet, en 2 semaines, je code ça super vite, etc. Je lance le truc, il n'y a personne qui achète. Du coup, je me dis, écoute, à mon avis, il doit y avoir un bug dans le système de paiement. Apple doit avoir des soucis. Tu vois, le mec, tu vois, qui est vraiment dans le déni le plus total. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'achète mon propre produit. Là, je réalise que je suis le seul à acheter mon propre produit, ce qui est quand même la loose ultime, tu vois. Et donc là, tu vois, tu as ce moment de désillusion qui est absolument terrible, où tu te dis, OK, déjà, il va falloir que je trouve un moyen de me rembourser moi-même pour éviter d'avoir à payer la commission d'Apple. Tu vois, déjà, en termes de lose, tu vois, on est vraiment au sommet. Et je réalise déjà que tout le monde n'en a rien à foutre de mon produit. Voilà, écoute, cas classique. Cas classique. Et je trouve que j'ai une capacité à relancer des projets comme ça, les uns à la suite des autres. Et pour le coup, c'est surtout des projets B2C. Donc, j'ai toujours la tendance de me dire, OK, je vais y bosser 2 semaines très rapidement avec une core feature. Je lance le truc et je vois bien ce que ça donne derrière. Et j'ai pas mal discuté avec des gens qui faisaient ça de manière beaucoup plus professionnelle que moi. Et c'est un petit peu ce qu'ils font. Sauf qu'ils essayent de regarder des tendances, tu vois. Regarder l'App Store, regarder les apps qui marchent. Et de se dire, OK, on va copier peut-être une feature, une core feature d'une de ces apps qui marche déjà, et on va lancer le produit derrière, on va mettre un gros budget com, et on va voir ce que ça donne, est-ce que les gens accrochent ou pas. Ça, ou lire les avis négatifs aussi. Lire les avis négatifs et voir de quoi se plaignent les gens sur cette app-là et améliorer ça, quoi. Ouais. C'est vrai que les avis aussi, ça peut être une très bonne source d'informations pour. C'est une des meilleures. C'est une des meilleures. Et moi, ce que je conseille souvent à Mature Dev, c'est de lancer justement. Moi, je suis très fan de ça. Lancer une version francophone d'un produit qui existe, mais en anglais. Alors, c'est hyper sous-estimé. Il faut savoir que moi, Photo Studio, il en existe plein aux États-Unis. J'ai une dizaine de concurrents qui sont en anglais uniquement, qui seront jamais en autre langue. Et il se trouve que l'avoir en français, c'est une valeur énorme, parce que le photographe fasse en français, et tous ses clients voient aussi les documents passés en français. C'est énorme comme plus-value. Et ça, on sous-estime souvent en tant que dev, se dire, voilà, je trouve un projet qui marche bien aux États-Unis dans une petite niche bien ciblée, il n'y a pas de concurrent en français, je peux le lancer en français. Et là, tu as moins de validation à faire, parce que tu sais que si ça marche aux États-Unis, tu as quand même de grandes chances que ça marche aussi en France. Il y a quand même des petites validations à faire, mais c'est beaucoup plus simple, quoi. Et surtout, si ce concurrent est bon, tu peux un peu voir les fonctionnalités qu'il a développées, etc., et te baser sur lui pour. Ça peut paraître bête et méchant de dire je fais un copier-coller d'un projet existant, je le lance en français, mais au final, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est une toute nouvelle aventure que tu crées toi. Tu vas avoir le feedback de tes clients français qui vont te faire évoluer aussi. Donc, c'est pas du tout à voir de manière négative, quoi. Il y a souvent des gens dont l'orgueil se dit oui, non, moi quand je lance un projet, que ce soit vraiment une idée qui vient de moi, j'ai pas de copier quelqu'un d'autre. Non, en fait, tu t'intéresses à une niche, il y a un projet concurrent qui marche bien aux États-Unis, base-toi dessus et développe ton propre projet en reprenant les grosses idées. Ça marche super bien, ça marche super bien. Surtout au premier projet que tu lances, j'ai envie de dire, parce que tu n'as pas encore l'expérience, etc. Et le fait de prendre déjà quelque chose qui marche, je pense que ça va t'éviter pas mal d'erreurs. C'est clair. Non, c'est clair. Tout à fait. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Imaginons demain, on lance une extension Chrome qui permet par exemple de faire de la prospection sur LinkedIn. Il y en a beaucoup d'outils d'extension, de prospection automatisée, etc. Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre ? Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre ? Oui, allez voir. Déjà, s'il y en a trop, c'est déjà compliqué, quoi. Moi, je veux dire, ça va être un argument qui va te faire te dire il y a plein d'extensions Chrome, comment est-ce que moi je vais arriver à me démarquer du lot ? Alors oui, bien sûr, tu peux aller voir les reviews de ces trucs-là et dire ça, c'est la base, c'est le plus important, c'est voir toutes les reviews. L'avantage avec l'extension Chrome, c'est que tu en as plein en général, voir les chiffres, le téléchargement, etc. et te faire, en gros, te donner une idée de ce marché. Mais moi, en tant que mature dev, ce que je ferais, je ferais pas une bête extension Chrome comme les autres qui font plus ou moins la même chose avec peut-être une amélioration. Moi, je ferais pas ça du tout. Au contraire, je ferais tout l'inverse. Je dirais, OK, le besoin, c'est quoi ? C'est la prospection sur LinkedIn. Et je me dirais, mais qui fait la prospection sur LinkedIn ? Ça peut être
plein de métiers. Il va y avoir des tonnes de personnes qui ont la prospection sur LinkedIn. Et c'est essayer de trouver dans cet ensemble une niche. Donc, se dire, bah voilà, ok, prospection sur LinkedIn, je dis n'importe quoi. Il y a des mecs qui vendent de la bouffe pour chiens et ils doivent trouver des contacts sur LinkedIn aussi facilement, tu vois. C'est faire une extension Chrome que je vais brander prospection LinkedIn pour les vendeurs de bouffe pour chiens, que je vais du coup je vais pouvoir mieux cibler ma communication. Je vais peut-être pouvoir renommer une fonctionnalité ou l'autre pour que ça leur parle vraiment. Et là, du coup, tu vas te démarquer, tu vois. Parce que dans les 100 extensions Chrome qui existent qui font la même chose, toi, tu seras plus parmi eux, tu seras à côté, quoi. Tu seras, ouais, on fait la même chose, mais nous, on cible les photographes, on cible la bouffe pour chiens, on cible vraiment un truc très spécifique. Et pour moi, c'est ça, c'est ce qu'on va tous faire, en fait. C'est quand on veut développer quelque chose, c'est essayer d'aller vraiment segmenter son maximum et arriver à vraiment la niche la plus ciblée possible, parce que ça va t'aider dans tout. Parce que si demain, je te demande, tu développes ton extension Chrome, ok, elle est mieux que les autres, ok, elle est parfaite, comment tu la vends? Comment tu la vends ton extension Chrome? Tu vas communiquer comment? Tu vas communiquer au monde entier, parce que quoi, tous les commerciaux du monde entier, tu devrais pouvoir les toucher. Comment tu vas toucher ces gens-là? T'as pas un groupe Facebook qui va regrouper tous ces gens-là. T'as pas un profil type qui va regrouper tous ces gens-là. Par contre, si tu arrives vraiment à cibler un profil particulier, et je te dis, bah voilà, ton profil, c'est cette personne-là, comment tu vas communiquer? Ah bah là, ça va être plus facile. Dire, bah, j'ai trouvé les groupes Facebook où ils sont ensemble. Je vais pouvoir faire des pubs Facebook très ciblées pour toucher uniquement que eux. Et ça devient beaucoup plus facile, tu vois. C'est vraiment ça, moi je pense que quand tu as eu ce déclic là, quand tu l'as eu, tu vas aller vraiment plus vite, plus loin, parce que tu dois en fait te dire voilà, imagine-toi, t'es 2 mois plus tard, ton projet il est terminé, il est là, il est sur le store, il est prêt à être vendu, comment je le vends, comment je commercialise et comment je le vends. Et si là, tu trouves pas déjà à ce moment-là des moyens faciles de le vendre en disant bah attends, est-ce qu'il y a des groupes sur eux? Ah oui, il y a des groupes là, je peux aller sur ce groupe-là, je peux commencer à me faire connaître, je peux commencer à répondre à des commentaires, etc. Ah oui, il y a des questions sur Stack Overflow à ce sujet-là, ah oui, il y a des questions là-dessus, tu vois, et si quand tu te mets dans les chaussures de toi en marketeur, tu trouves rien, tu vois pas comment tu vas le vendre, là c'est foireux quoi. Là en gros c'est que il y a quelque chose qui va mal, parce que ça veut dire que si tu devais vendre demain à tous les commerciaux du monde entier, bah il te faudrait des dizaines, centaines de milliers d'euros en budget com que t'as pas, il faudrait une vraie start-up, lever des fonds, etc. Et c'est pas ce que tu veux faire. Donc voilà, moi c'est ma réponse à ton exercice. Je sais pas ce que t'en penses, si ça, mais moi c'est ça que je ferais. Ouais. Non, c'est super intéressant. C'est l'idée de dire, OK, on va commencer très petit parce que de toute manière, on n'a pas les moyens de commencer gros. Et parce que même les gros, ils ont commencé petit au final. Clairement. Facebook, au début, c'était le réseau social d'Harvard, je crois. Exactement. Regarde mon photo studio au début, je me suis dit, les photographes, c'est un petit métier, est-ce que j'ai vraiment gagné ma vie avec ça? Je me suis dit, ça serait jamais que j'arrive à 10 000 euros un jour de MRR. Je suis à 30 000 aujourd'hui et j'espère 100 000 dans 2 ans. Pourtant, j'ai. Tu les as atteints en combien de temps, les 10 000, les 10K de MRR? Alors, les 10K de MRR, il faut que je revoie les chiffres exacts, mais on était. Quand j'ai lancé, je crois que j'ai atteint un peu plus de 100 abonnements payants. Donc, j'ai lancé en septembre 2018 et fin d'année, donc 4 mois plus tard, j'avais atteint le plus de 100 abonnements payants, 100, 150. Donc, j'étais en gros, à plus ou moins 3000 de MRR, quoi. Donc, les 10 000, à mon avis, il a fallu. Je vais pas te dire de bêtises, je peux te donner après pour le mettre en note. Mais moi, j'essaie maintenant de doubler chaque année, en gros. Donc, c'est ça mon objectif. Et je crois que ça s'est passé plus ou moins comme ça. Donc, chaque année, je double mon nombre d'inscrits. Cette année, d'utilisateurs payants. Cette année-ci, malgré le Covid, j'y suis arrivé plus ou moins. Donc, j'avais 650 en fin d'année passée. Et là, je suis à 1200. Donc, je suis un peu moins parce que j'ai eu un churn, évidemment. Les photographes ont été touchés par le Covid, par les confinements. Il y a eu plein de photographes qui ont fait faillite et qui ont arrêté. Donc, j'ai eu un churn qui a quand même bien augmenté. J'ai perdu au moins une centaine d'utilisateurs cette année-ci. Mais j'en ai gagné beaucoup plus. Donc, ça reste très positif. Mais ouais, objectif. Après, il n'y a pas se dire je veux atteindre les 10 000 euros d'MRR en 2 mois, en 6 mois. Pour moi, ce qui compte, c'est, je dis toujours, c'est y arriver, quoi. C'est y arriver. Il y en a qui rentrent plus vite que d'autres. Parfois, tu as un projet qui est un peu plus viral, tu vois. Tu as un projet où les gens parlent plus facilement, tandis qu'un autre, il faut que pour toi faire un peu plus de prospection, etc. Ça prend un peu plus de temps. Mais ce qui compte, c'est d'y arriver pour au final atteindre tes. Moi, les 10K d'MRR, c'est un bon objectif. C'est en général, peu importe où tu vis, ça te permet de te payer un salaire, d'avoir tous tes frais payés, etc. Et d'être tranquille. C'est un bon objectif. Et ça, il y en a qui mettront, un mois, il y en a qui mettront 6 mois, il y en a qui mettront un an. Au final, ce qui compte, c'est y arriver, quoi. C'est le plus important. Quels sont les leviers que tu vas actionner pour justement atteindre cette barre de 100K de MRR? Alors, moi, pour faire ces 100K de MRR, la plus grosse décision, ça a été de faire du multilingue. Donc, pour l'instant, Photo Studio, je te l'ai dit, c'est en français uniquement. Je voulais valider le marché en français parce que c'est beaucoup plus facile de lancer un projet en français qu'en anglais. Il faut qu'on se le dise. Je veux dire, on parle tous bien, plus ou moins anglais, mais c'est pas pareil d'aller faire de la communication en anglais ou en français. On a quand même des gros avantages à parler français et à cibler les francophones. Et puis surtout, voilà, moi, c'était le multilingue, c'était se dire ce que j'ai fait en France. Je ne vais pas le faire dans le monde. Je ne vais pas faire une version en anglais et avoir le monde comme terrain de jeu. Non, je veux reproduire ce que j'ai fait en France dans d'autres pays.
Voilà, c'est qui nos voisins? C'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas. Donc j'ai fait une version allemande, j'ai fait une version néerlandaise, j'ai fait une version anglaise. Mais l'idée, moi, c'est l'Europe. Je veux aller toucher tous les pays en Europe parce que en ayant une version italienne, espagnole, etc. Je me suis rendu compte que pour un CRM pour photographe, le fait d'avoir l'outil dans sa langue, c'est hyper important, comme j'ai dit pour le photographe, mais dans Photo Studio, le client va recevoir des documents. Donc, il va recevoir un devis, une facture, et puis ça va l'amener sur une interface client où il peut accepter un contrat signé. Si ça, c'est pas dans sa langue, faut pas se mentir. La plupart des clients photographes, il y en a plein qui parlent pas anglais et ça sera pas adapté pour eux, tu vois. Donc, c'est vraiment un argument de vente qui est énorme. Et tous ces CRM américains qui sont mes concurrents, ils s'en foutent. C'est bien, ils sont américains. L'anglais, c'est la langue dans le monde entier. Et c'est en anglais et c'est tout, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est mon gros truc. On a lancé, je dis on parce qu'on est quand même plusieurs dans ce projet. Donc on a lancé un multilangue fin d'année. Donc maintenant, c'est le challenge. Il est où? C'est faire la promotion de Photo Studio, recommencer ce que j'ai fait en France. En fait, recommencer à chercher ses premiers clients, mais en Allemagne, un pays qui est un peu, c'est plus compliqué parce que tu parles pas la langue et donc c'est un pays où ils sont un peu plus, quand c'est pas un outil qui vient de chez eux, ils ont plus de mal à faire confiance, tu vois. Donc il faut sur une réputation, ça prend du temps. Donc voilà, je sais que ça travaille de longue haleine. Il va falloir y aller step by step, mais je sais que quand ça sera fait, je serai leader là-bas et pour venir me détrôner, bon courage, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu es une start-up et que tu vas lever 100 millions pour faire un CRM pour les photographes allemands que tu vas me détrôner du jour au lendemain parce que ces photographes-là, ils m'ont refait confiance depuis des années de boulot, etc. Ils sont en qui je suis, que mon outil il est bon. Et voilà, de nouveau, c'est travail sur la durée. Et alors, autre truc qu'on va mettre en place, c'est pour le moment on a un abonnement unique, donc 29 € par mois ou abonnement annuel un peu moins cher, mais c'est augmenter un peu ce panier, quoi. Donc essayer d'augmenter ce panier avec éventuellement des modules payants. Ça on n'a pas encore fait, mais c'est dire voilà, vous pouvez par exemple faire ça en plus dans Photo Studio, mais c'est attention, c'est pas compris dans l'abonnement de base, c'est un petit module supplémentaire. Et là imagine, tu as 10 000 inscrits qui payent un abonnement, demain tu es sur une feature payante à 5 €. Si tu as 30% qui prennent cette feature, voilà, ça fait un petit boom quand même dans ton MRR et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est les deux pistes qui vont, une qui est déjà en place et l'autre, on y réfléchit, on va voir ce qu'on fait à ce niveau-là, quoi. Si demain il y a une boîte comme par exemple Miro qui s'adresse aux photographes, t'appelle et ils disent Anthony, on est intéressé par ton outil, on est prêt à te racheter par exemple 4 millions. Ouais. Comment est-ce que tu réagis? Écoute, 4 millions, c'est beaucoup, hein. 4 millions, c'est beaucoup. Ça m'a fait des zéros. Voilà. Bon, je crois qu'on est tous des êtres humains. 4 millions, c'est beaucoup. Si demain il me sonne et me dit, écoute, 1 million, je crois pas que je vends parce que 1 million, c'est con, je perds de l'argent, tu vois. Je perds de l'argent parce qu'au final, mon MRR me permet de gagner plus à terme, il va augmenter, etc. Donc, tu as aussi des calculs à faire à ce moment-là, tu vois. Est-ce que moi, je trouve que souvent la vente doit être associée. Oui, c'est clair. Demain, tu mets 4 millions sur mon compte en banque. Je sais très bien comment je vais les investir. Je sais très bien ce que je vais faire avec et je sais très bien la vie que je vais mener. Donc, 4 millions, c'est quand même dur de dire non, je pense. Il faut être honnête. Je pense que c'est une erreur de dire non à 4 millions. Enfin, ça dépend combien ta boîte génère, etc. Mais c'est clair, 4 millions, c'est intéressant. Mais il faut pas regarder que ça, quoi. Il faut regarder la vie que tu veux mener aussi et où tu veux aller après. Si ton boulot actuel, Photo Studio, me donne un plaisir fou et en plus, me permet de bien gagner ma vie et qu'à terme, me permettre de gagner encore plus ma vie, c'est peut-être dommage de le revendre aussi si l'offre est pas suffisante, quoi. Mais si l'offre est vraiment suffisante, ouais, je suis entrepreneur, j'adore lancer des projets. Moi, je peux rencontrer mon kiff, il est là, il est lancer de nouveaux projets. Tu me donnes 4 millions, je suis assuré à vie, je peux lancer des projets, plus spécialement avec l'objectif de gagner de l'argent non plus, mais peut-être des projets pour, comme je fais avec MatureDev, plutôt pour aider les gens dans des secteurs qui me plaisent, tu vois. Donc voilà, ça te change quand même ton horizon, tu vois ce que je veux dire, ta vie à long terme. Et même si je le répète toujours, moi je suis mon taux de bonheur il est pas loin des 100% parce que je fais ce que j'aime, j'ai la vie que je voulais créer, donc je suis super heureux au quotidien, j'ai pas envie de changer quelque chose. Mais ouais, 4 millions ça fait réfléchir. Tu les investirais comment ces 4 millions? Écoute, moi en tant que grand voyageur, grand fan de surf, etc., mon rêve absolu c'est de vivre avec les saisons. Donc me dire, j'ai une maison, j'ai 4 maisons, une à chaque coin du monde, tu vois. Des belles maisons, hein. Si j'ai 4 millions, ce sera des belles maisons avec une belle vue sur mer, tu vois, la belle piscine, etc. Et mon rêve absolu, c'est ça, c'est de me dire, écoute, je vis 3 mois, chaque saison, je tourne, quoi. Donc je vis 3 mois là, et puis je vis 3 mois là où les vagues sont les meilleures, là où le soleil est le plus intéressant, etc. Mais donc du coup, voilà, le challenge, c'est qu'il faut les finances pour acheter ces maisons et il faut que ma fille puisse bouger aussi, donc homeschooling obligé. Donc voilà, c'est mon gros challenge. Pour le moment, elle n'est pas encore là. Elle a qu'1 an et demi, donc elle n'est pas encore à l'école. Mais voilà, quand elle aura 6 ans, que l'école sera obligatoire à 6 ans, là, il faudra réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle puisse apprendre de la maison. En tout cas, je pense, voilà, c'est mon objectif à terme, quoi. Dernière question.
Si tu devais tirer une leçon de ton expérience à créer des projets SaaS et à discuter aussi avec d'autres créateurs, ce serait laquelle? Malheureusement, je vais encore me répéter, je suis désolé, mais ouais, cette leçon, c'est arrêter de coder, arrêter de vous lancer et de commencer à coder du jour au lendemain, quoi. C'est ça, c'est le pire, c'est ce qui nous tue tous. On se rend pas compte de l'effet négatif que ça a, en fait. Parce qu'on se rend pas compte qu'on se fatigue, on est tous des êtres humains, et à lancer des projets, à développer, et puis voir que ça marche pas, bah, ça nous casse, et finalement, ça nous fait abandonner, ça nous démotive, etc. Donc on se rend pas compte de l'impact négatif que ça a, et il faut vraiment arrêter il faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment se valider ses idées et parler avec des gens. C'est ça, c'est parler avec des gens. Et il y a plein de moyens aujourd'hui de parler avec des gens. Je l'ai dit, le podcast, c'est un moyen génial aujourd'hui, lancer un podcast juste pour rencontrer des gens. Et le podcast, ça peut amener des tonnes de choses. Tu le sais aussi, tu as podcast, mais souvent, un dev dira ouais non, moi j'ai pas lancé mon podcast, je me sens pas capable, etc. Moi, quand j'ai lancé Mature Dev, j'avais pas confiance en moi. Je me dis mais attends, depuis que t'es tout petit, on dit que tu parles vite, que tu mâches tes mots, etc. Et tu vas lancer un podcast. Mais t'es fou, tu es pas capable. Et au final, je me suis dit bah allez, je m'en fous, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et au final, peut-être qu'il y a des gens qui se disent toi il parle trop vite, je comprends pas ce qu'il dit. Mais j'ai jamais eu une reproche, tu vois, un review de quelqu'un qui me disait ouais tu parles trop vite, tu mâches tes mots, on ne comprend pas, arrête le podcast, quoi, tu vois. Donc voilà, croyez en vous, soyez heureux surtout, c'est ça le plus important. Moi, je le répète tout le temps aussi, c'est que quand vous faites quelque chose, faites-le pour vous, quoi. Si ton objectif c'est de vivre en nomade ou d'être plus en famille et d'être moins stressé, etc., va pas lancer une start-up et lever des fonds. Je veux dire, c'est pas le chemin qui va te rendre heureux, c'est le chemin qui va te tuer. Donc, quand tu lances un projet, lance un projet qui va vraiment répondre à un vrai problème et surtout un projet qui est en adéquation avec tes attentes, quoi. Imagine ta vie dans 2 ans, si ton projet marche, est-ce que c'est la vie que tu voulais ou pas? C'est super important, quoi, de se tracer un avenir qui est en accord avec tes valeurs, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, clairement, là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Écoutez le podcast Mature Dev. C'est un épisode chaque semaine, donc bien sûr sur toutes les plateformes, sur le site demature.dev. Ouais, on a une petite communauté Facebook que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, donc tous les devs sont les bienvenus pour parler de lancement de projets, entrepreneuriat, etc. Voilà, je suis pas quelqu'un de hyper actif. Avant Mature Dev, j'étais quasiment sur aucun réseau. Je suis pas comme en tant que bon dev, pas du genre à me mettre en évidence et pas du genre à communiquer beaucoup. Mais voilà, ça a évolué depuis que j'ai lancé le podcast. Et ouais, LinkedIn et le podcast, je crois que c'est le meilleur moyen pour me suivre et me contacter. On mettra tous les liens en description. Bah, écoute, c'est très gentil. Et j'espère que je pourrai prochainement t'accueillir pour parler de ton propre projet. Je vais pas en dire plus aujourd'hui, mais ce serait avec grand plaisir en tout cas. Génial. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.